Cette semaine écoulée en a été la preuve, l'âme du football européen réside encore en Angleterre. Pourtant, n'y a-t-il pas dans l'histoire de cette île qui sauve ce continent un paradoxe évident? Ce n'est pas la première fois, certes, et pas la dernière, sans doute, mais le lien qui joint l'Angleterre à ses voisins est complexe et il faiblit. Alors que dire? Que faire? Peut-être simplement voir qu'il existe au cœur de la tempête un rocher, un été, vécu ensemble, unis par la passion, celle du football, cette grande maison. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, si content de vous retrouver pour un nouvel épisode de retour. Oui, it's coming home, le football rentre à la maison, et si l'ironie de cet Euro qui se tiendra en bonne partie en Angleterre, du côté de Londres, à Wembley, si cette ironie n'aura échappé à personne, je suis quand même diablement ravi de retrouver nos meilleurs ennemis ou amis, c'est selon. Alors comme d'habitude, cet épisode de retour, il aura 5 parties, la première, c'est l'histoire de la sélection anglaise, particulièrement au prisme du championnat d'Europe des Nations, l'Angleterre à l'Euro. Ok, ensuite la qualif, comment est-ce que cette Angleterre s'est qualifiée pour l'Euro 2021 ? Assez court, l'équipe, la liste que peut composer Southgate, là c'est vraiment la partie la plus vaste, il y a énormément de choses à dire et on va essayer de revenir sur quasiment chaque joueur, poste par poste, pour le décrire et surtout décrire les problématiques majeures qui se posent à Southgate, à quelques semaines de rendre sa liste, donc ok. Ensuite, bien sûr, le groupe de l'Angleterre sur cet Euro, les adversaires potentiels, le chemin qui peut les mener jusqu'à la victoire, et enfin donc, on va tenter de répondre à la question d'aujourd'hui, l'Angleterre est-elle le cadre ultime de cette compétition? L'Angleterre va-t-elle remporter l'Euro 2021? Qu'est-ce que j'en pense? Donc on est parti sur l'histoire, et là ça paraît tout de suite assez injuste quelque part de brosser 150 ans d'histoire d'un seul revers de main, mais pour le berceau du football qui a joué le tout premier match de sélection de l'histoire, c'était contre l'Écosse en 1872, une rencontre dont j'ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, et bah pour ce pays-là, pour les Trois Lions, l'histoire n'est pas particulièrement glorieuse, il n'y a qu'un seul titre majeur, c'est la fameuse Coupe du Monde 66, remportée à domicile, et c'est d'ailleurs la seule finale que les Anglais ont jouée. Si on regarde du côté de l'Euro, c'est pas bien mieux, et c'est un euphémisme de le dire, il y a un désert d'abord, sur les 8 premières éditions de l'Euro auxquelles ils participent, ils ne sortent qu'une seule fois des phases de groupe, avec cette 3ème place, mais sur 4, en 68. Heureusement, il y a l'Euro 96, qui est joué à la maison, d'ailleurs c'est de là que vient le fameux Football's Coming Home, c'est de là que vient la chanson. Il y a cet Euro 96, et là c'est un peu mieux, les Anglais battent notamment les Pays-Bas en groupe 4-1 à Wembley et l'Espagne en quart au tir au but. En demi donc c'est l'Allemagne et Alan Shearer ouvre le score dès la 3ème minute à la réception d'un corner. Kunst malheureusement égalise un quart d'heure plus tard, ça en reste un partout, prolongation et 2 ratés indescriptibles plus tard, d'abord celui de Darren Anderton et quelques secondes ensuite après celui de Gascoigne. C'est un miracle pour les Allemands qui arrachent les tirs au but où tous les joueurs marquent sauf Gareth Southgate, et l'aventure des autres s'arrête au pied de la finale. Alors après, si on parle de l'Angleterre à l'Euro 2004, c'est aussi l'occasion pour moi de me remémorer un des moments les plus marquants de mon enfance, vraiment, c'est le renversement de situation de l'équipe de France. J'avais 10 ans, je me souviens d'avoir attendu ce match vraiment toute la journée, et ça avait mal commencé d'ailleurs. Ouverture du score de Lampard sur un coup franc de Beckham, puis en deuxième, cette accélération d'un très jeune Wayne Rooney à l'époque, qui provoque le penalty, mais que Barthez sort. Quel arrêt! On entre donc dans le temps additionnel à 0-1, et c'est là que Zidane entre en scène. Il y a d'abord ce coup franc qui prend David James à contre-pied, et puis sur le coup d'envoi, presque énorme erreur de Gerrard, Henry est fauché, et Zidane la met exactement au même endroit que quelques minutes plus tôt pour le 2-1. Quel moment, un peu moins pour l'Angleterre en revanche, qui sortira des phases de groupe, mais qui sera éliminé par le Portugal en quart, et depuis, bon, c'est encore pire, en 2008, ils n'atteignent même pas l'Euro, en 2012, ils sont éliminés en quart à nouveau, et en 2016, on s'en souvient, c'est la sortie contre l'Islande à Nice 2-1 dès les 8ème de finale. Alors niveau qualification, maintenant pas grand chose à signaler, mais une petite chute tout de même contre la République tchèque à Prague, 2-1, après ils remportent tous leurs autres matchs avec quelques gifles dans le lot d'ailleurs, tous leurs autres matchs pour accéder à la première place du groupe, mais ils ont aussi échoué à la 3ème place de leur groupe de Ligue des Nations, alors ça c'était plus récemment, et c'était derrière la Belgique et le Danemark, donc on va dire qu'ils arrivent avec un niveau de certitude collective limité, pourtant le matériel est là et c'est ce qu'on va voir. Alors le groupe que va composer Southgate, on aura plus d'éléments de réponse dans les prochaines semaines, mais il y a vraiment tellement de choses à dire, tellement de joueurs dont on pourrait parler, du coup j'ai jugé assez utile de synthétiser toutes nos réflexions autour de 4 questions principales. Je pense qu'il y a vraiment 4 thèmes de réflexion majeurs quand on évoque la sélection anglaise et les choix que doit faire Southgate. Le premier, c'est défense à 3 ou défense à 4. Ensuite, le poste de latéral droit, qui est-ce qu'on met en tant que latéral droit? Ça va être assez complexe. L'animation offensive autour d'Harry Kane pour pouvoir choisir les ailiers, là il y a vraiment une réflexion à développer. Et enfin, est-ce qu'on veut un entrejeu un peu plus moteur ou un peu plus créatif? Quel type d'animation collective dans cette zone? Et ça va déterminer la physionomie de pas mal de rencontres. Donc voilà en gros les 4 questions. Sur la ligne de défense, d'abord pour commencer par ce tout premier débat. Sur la ligne de défense, ce qu'on peut
peut dire, c'est qu'en 2021, Southgate a un peu changé son fusil d'épaule. Il est passé d'une défense à 3, qui était son système vraiment par défaut, qu'on voyait le plus régulièrement. Il est passé de cette défense à 3 à une défense à 4, et du coup, dans cette configuration, je pense que le duo Maguire-Stones, s'il est opérationnel, c'est effectivement ce qu'on verra. C'est pas la toute meilleure charnière du tournoi, sans doute, mais ce serait quand même dommage de mettre 5 joueurs défensifs quand t'as, de mon point de vue, on va dire, pas de pistons qui sont vraiment hors normes. Alors il y a quelques joueurs qui peuvent évoluer en tant que pistons, qui seraient plutôt performants dans ce rôle, mais c'est pas non plus les meilleurs pistons de la planète, et c'est aussi dommage de mettre 5 joueurs sur ta ligne défensive alors que t'as tellement de talent devant, t'as tellement de choix déjà cornéliens à faire sur le secteur offensif. Voilà, on va partir de mon point de vue sur une défense à 4, surtout que comme on l'a dit, c'est ce qui a été choisi par Southgate sur les 3 dernières rencontres au dernier rassemblement. On peut dire qu'il va vouloir construire sur cette idée, et du coup avec Maguire, le capitaine d'United, qui fait plutôt une bonne saison, qui est vice-capitaine en sélection également, et qui est plutôt complémentaire de John Stones, ça fait une bonne charnière. Alors Stones moins leader, et peut-être moins confiant, notamment avec l'Angleterre, mais il fait une super saison, il apporte la qualité balle au pied que Maguire a moins. Donc voilà, comme on a dit, assez complémentaires. Derrière eux, Eric Dyer et Tyrone Mings, je pense, vont se battre avec Connor Cody, c'est les 3, et peut-être 4 avec Michael Keane aussi, mais ça peut vraiment changer jusqu'au dernier moment. Et à gauche, il y a totalement bataille entre Ben Chilwell et Luke Shaw. Je pense pas qu'un des deux soit devant l'autre aux yeux de Southgate pour l'instant, c'est vraiment très indécis, et je pense pas non plus qu'on verra Bukayo Saka en tant que latéral gauche, parce que pour l'instant, à chaque fois qu'on l'a vu avec l'Angleterre, c'était plutôt en tant que piston un cran plus haut. Donc il est très polyvalent, il pourrait trouver sa place dans les 23, on va en reparler, mais à mon avis pas en tant que latéral gauche titulaire dans ce 11. Et alors justement, l'évocation de cette ligne de défense, ça nous amène sur le deuxième débat qui fait rage en Angleterre. C'est celui du latéral droit, et bon, il fait rage pour une bonne raison, c'est qu'aucun pays n'a autant de choix sur ce poste, un poste qui est peut-être d'ailleurs sur le réservoir mondial, un poste où il peut y avoir une petite pénurie, en tout cas dans certains pays. En Angleterre, c'est exactement l'inverse, il y a une richesse incroyable, Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Kieran Trippier, Reece James, et même des outsiders qui sont de bon standing, Tariq Lamptey, Aaron Wan-Bissaka, Max Aarons. Je pense qu'on n'est pas loin de les avoir présentés ici dans leur ordre de probabilité, du plus probable au moins probable, mais c'est dur à dire. Ce qui est certain, c'est que si Southgate en prend que 2, ça va être très très difficile. Alors Walker, pour l'instant, a l'air de tenir la corde. Alexander-Arnold, il est au cœur d'un énorme débat en Angleterre. Sa relative méforme cette saison lui a coûté une place, notamment au dernier rassemblement, donc très grosse alerte pour lui. La tendance, on va dire, n'est pas bonne, surtout que derrière, Trippier, c'est un des symboles de la dernière Coupe du Monde, il a déjà porté le brassard, et que Reece James fait une saison pleine à Chelsea. Si je devais miser, je dirais que James part sans doute avec une longueur de retard. Alors James, que personnellement j'adore, mais aux yeux de Southgate, je dirais une petite longueur de retard. Quand on regarde le tout dernier rassemblement par exemple, il a joué qu'une mi-temps sur 6, 49 minutes à peu près sur 270 possibles. Ce serait surtout du coup entre Trippier et Alexander-Arnold, mais il est possible là aussi que les deux y aillent. Alors il y a une configuration où les deux y vont, c'est si Southgate estime qu'une défense à 3 est plus appropriée, que ce soit sur les prochaines semaines pour son 11 contre la Croatie, la première rencontre, ou que ce soit dans le cadre de l'Euro face à un adversaire qu'il veut attaquer ou défendre de manière particulière. Une défense à 3 pourrait être la solution, et du coup on aurait Kyle Walker qui redescendrait d'un cran, qui serait le troisième central aux côtés de Maguire et Stones, et une place de titulaire libérée en tant que piston droit, une place de remplaçant aussi du coup. On pourrait avoir dans ce cas de figure à la fois Trippier et Alexander-Arnold et Kyle Walker, qui fait partie de la liste des 23 ou 25. Il y a aussi la possibilité que les listes soient étendues, là on a raisonné sur la base de liste de 23, mais cette possibilité, comme vous le savez, est considérée. Donc il est possible qu'ils y aillent tous les deux. Si en revanche il y avait concurrence et il y avait bataille entre les deux, bon, ce serait assez tendu. On peut imaginer que la fin de saison jouerait un rôle assez déterminant, et là ça veut dire qu'il y a une histoire très intéressante à suivre, c'est celle de Trippier qui va sur les prochaines semaines disputer un titre de champion d'Espagne, potentiellement une place dans la liste des 23. En tout cas il a la confiance de Diego Simeone et c'est un titulaire indiscutable à l'Atlético. Donc voilà pour la défense. Maintenant, le troisième débat que je voulais soulever, c'était la question du secteur offensif. Comment est-ce qu'on épaule Harry Kane? Ça fait ressortir plein de choses, c'est super intéressant. Autour de 7 pièces indiscutables, le capitaine et le leader technique de cette sélection. Il faut surtout pas que Kane se blesse cet été, mais avec lui, l'Angleterre a un paquet d'options. Il est un finisseur redoutable, un vrai neuf, capable de dégainer vraiment à toute distance, et avec toutes les surfaces de son corps aussi, mais c'est pas loin d'être un 10 également. En tout cas il aime beaucoup décrocher pour orienter, a fortiori peut-être en transition, où sa vision plus son super
Bergeron, bah, ça en fait vraiment une arme exceptionnelle. Du coup, la question, comme on l'a évoqué, c'est comment est-ce qu'on l'entoure, et là, entre Raheem Sterling, Marcus Rashford, Phil Foden, Jack Grealish, Jadon Sancho, est-ce qu'on se rend bien compte de la qualité du réservoir anglais, en tout cas sur le papier? C'est assez extraordinaire. Maintenant, comment est-ce qu'on l'épaule? Il peut y avoir la tentation de faire d'Harry Kane plutôt un archer qui décoche ses flèches, c'est-à-dire des joueurs plus rapides, plus en percussion, qui peuvent prendre la profondeur, derrière ou devant plutôt un Harry Kane qui décroche. C'est ce qu'on voit à Tottenham, c'est ce qu'on a vu à Tottenham par le passé, avec Heung-min Son, avec Lucas Moura, avec Steven Bergwijn. On voit Kane qui décroche un peu et qui envoie ses joueurs très rapides lancer de manière ultra verticale, surtout sur des circuits de transition, pourquoi pas. Et du coup, dans ce cas-là, bon, on mettrait peut-être surtout Raheem Sterling et Marcus Rashford à ses côtés, peut-être plus que Sancho qui est rapide, mais qui est surtout rapide avec ballon, surtout un dribbleur rapide, et peut-être un peu moins prise de profondeur, et peut-être un petit peu moins orienté course dans le dos de la ligne défensive que Marcus Rashford, par exemple. Après, imaginez cette option, ce serait se priver de Jack Grealish, qui est exceptionnel, qui ouvre énormément d'espace, qui a prouvé aussi qu'il pouvait le faire en sélection, ce qui est important, et ça serait se priver de Phil Foden, qui fait une saison tonitruante, et qui est pour moi impossible vraiment à sortir du 11. Et enfin, il reste Jadon Sancho, dont la place n'est peut-être pas totalement garantie. Il y a certains pundits qui le sortent de leur liste des 23. Il n'a pas été toujours très étincelant sous la tunique de l'Angleterre. Donc, à voir pour Sancho. Personnellement, je mettrais une petite pièce sur un triptyque de ce type. Rashford, Kane, Foden, ça me semble assez asymétrique, ça peut faire face à plusieurs situations, mais je pense globalement que ça dépendra des adversaires rencontrés par l'Angleterre, de la physionomie des matchs. On va y revenir, mais justement, le dernier point, le dernier grand débat, il est justement tourné un petit peu autour de cette question, c'est quel type d'entrejeu est-ce qu'on veut pour modeler la physionomie des matchs. Alors, pour l'instant, dans le cas d'un milieu à 3, il y a deux quasi-certitudes, c'est Declan Rice et Mason Mount. Rice qui est peut-être le seul vrai 6 anglais, et Mason Mount qui est devenu un indiscutable en club comme en sélection. Énorme saison pour lui, quel début de carrière, il est vraiment assez bluffant. Maintenant, c'est la troisième pièce qui va donner toute sa saveur, qui va orienter et guider la philosophie de cet entrejeu. Est-ce qu'on privilégie plutôt un Jordan Henderson, qui reste pour l'instant l'option numéro 1 de Southgate, je pense, et donc un milieu un petit peu plus moteur, salle des machines, force en ballon, on va dire, ou est-ce qu'on a un profil de type Calvin Phillips, qui a impressionné au dernier rassemblement d'ailleurs, ça donnerait un entrejeu globalement plus créateur, capable de trouver des passes qui cassent des lignes, des intervalles pour faire progresser le jeu, et désarmer des blocs plus recoupés par exemple. Il y a aussi la possibilité de faire reculer Foden, voire Grealish, j'y crois un petit peu moins. S'il devait y avoir une surprise, j'aimerais plus Jude Bellingham, que j'adore, mais voilà, c'est une grosse interrogation, et disons que ça pose la question de l'animation de l'Angleterre, qui est une sélection, comme beaucoup de grandes sélections, qui est une sélection qui dispose d'un réservoir de talent individuel énorme, et pourtant beaucoup moins de certitude collective. On ne sait pas vraiment quel rapport de force préfère l'Angleterre. Est-ce que c'est un match passé avec 40% de possession pour pouvoir exploser en transition? Est-ce que c'est un match passé avec 65% du ballon, et du coup un petit peu plus de qualité dans les petits espaces, incarné par des profils comme Foden ou Jack Grealish? On ne sait pas trop, et pour moi, de mon point de vue, ça va être une des belles questions de cet Euro, une question assez intéressante, parce que la réponse pourrait être assez séduisante. Si ça marche, ça peut faire des étincelles. Alors ensuite, il reste pas mal de noms complémentaires, des noms qui pourraient surprendre, et on peut pas tous les citer, mais disons d'abord Jesse Lingard. À mon avis, on le verra à la place de Bellingham, à moins que ce soit James Ward-Prowse aussi. Il y a Bukayo Saka et sa polyvalence qui méritent considération. Il y a Mason Greenwood, qui est peut-être le seul joueur avec une qualité de finition pure qui est à la hauteur d'Harry Kane. Il y a Oli Watkins, si Southgate veut prendre un troisième buteur après Dominic Calvert-Lewin. Tous ont leur mot à dire. On aura la liste des noms autour de la 3e semaine de mai. C'est un peu comme pour la France, la liste de Deschamps, c'est le 18 mai. Donc rendez-vous d'ici là pour voir si nos intuitions se sont confirmées, pour voir à quoi ressemblera cette Angleterre. Si d'ici là vous voulez prolonger la réflexion, il y a une vidéo de 34 minutes sur la chaîne de Sky Sports que je vous conseille, où on a Gary Neville et Jamie Carragher qui font leur choix, qui débattent de quelques-unes des options. Voilà, c'est le casse-tête de Southgate, on n'y touche plus, et on jette un coup d'œil, cette fois du côté du groupe, qui est-ce que l'Angleterre va affronter sur cet Euro 2021. Alors il y a d'abord la Croatie, c'est le 13 juin, c'est un remake de la dernière demi-finale de Coupe du Monde, une des demi-finales de Coupe du Monde, assez sympa. Ensuite l'Écosse le 18, bon ça c'est le match que j'attends le plus de très loin, j'en ai évoqué les raisons sur l'épisode de retour consacré à l'Écosse, si ça vous intéresse. Et enfin donc, on a la République tchèque le 22 juin, la République tchèque qui a causé quelques problèmes à l'Angleterre en qualif, comme on l'a vu. Ces 3 matchs se joueront à Wembley, l'objectif c'est d'avoir 20 000 supporters présents, c'est l'objectif fixé par le gouvernement britannique, ça pourrait être plus sur la suite de la compétition. Mais voilà, un début de compète, je vous
jouer à domicile pour l'Angleterre. Alors du coup, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que cette Angleterre va donner cet été? Bon, c'est assez dur à dire, comme toujours au sujet de l'Angleterre, on a toujours des espoirs assez forts et des espoirs régulièrement déçus. Maintenant, peut-être dissocions cette sélection des précédentes, il y a déjà un réservoir de talent individuel extraordinaire. Donc ça c'est une chose, on peut dire aussi que même s'il y a des repères à trouver sur le terrain, en dehors, j'ai la sensation de tout ce qu'on voit d'un groupe qui s'entend assez bien. Ça n'a pas toujours été le cas pour les Trois Lions, à l'époque des Rio Ferdinand, Gerrard Lampard, Ashley Cole entre guillemets, pas le plus grand joueur de cette Angleterre, mais simplement pour signifier qu'il y avait une grosse rivalité, notamment interclub, là United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, juste des compétitions d'ego assez fortes, et puis même des questions tactiques non résolues. Pour moi, cette Angleterre ressemble assez peu à l'Angleterre qui nous a si souvent déçus, donc ça c'est une chose, on va dire qu'il y a une certaine forme de complicité dans ce jeune groupe qui au moins pose les bases d'une entente, à voir si elle se concrétisera sur le terrain, mais ça c'est une chose. La deuxième, c'est que bon, la courbe est quelque part assez ascendante, il semble y avoir une progression pour ces Anglais. La demi-finale de Coupe du Monde 2018, de ce point de vue-là, a été assez marquante. Maintenant, il faudrait quand même rappeler que cette demi-finale n'a pas été très impressionnante, on n'a pas vu une Angleterre vraiment impressionnante. De mon point de vue, il faudra faire beaucoup mieux niveau jeu qu'en 2018 pour espérer aller remporter cet Euro. Je pense que c'est assez important de ne pas l'oublier. Mais voilà, bon, je sais que c'est pas très français de le dire, mais la réalité c'est que j'aime beaucoup ces Anglais, donc j'aimerais idéalement les voir faire quelque chose. Maintenant, peut-être pas tant que ça, parce qu'il y a quand même un gros problème, c'est que si l'Angleterre termine première de ce groupe, ce qui semble assez raisonnable, réaliste, si l'Angleterre termine première de ce groupe, elle jouera le dauphin du groupe F, le groupe de la France, donc de l'Allemagne, du Portugal et de la Hongrie. Même si c'est pas la France, du coup ce sera un énorme choc d'emblée, en tout cas dès les huitièmes de finale pour les Anglais. Alors la bonne nouvelle pour eux, et peut-être moins pour nous si on termine dauphin de ce groupe, la bonne nouvelle pour eux c'est que ce huitième de finale se jouera finalement à Wembley. Alors ça devait être initialement à Dublin, mais ça a changé hier. Dublin n'est plus en mesure de tenir la jauge des 25% de remplissage de stade souhaité par l'UEFA, donc ce sera à Wembley, et ça pourrait signifier que l'Angleterre a un parcours total jusqu'à la finale, quasi total à Wembley, les 3 matchs de phase de groupe, ce huitième de finale, la demi-finale et la finale qui se joue effectivement à Wembley. Il y aurait juste un quart de finale à Rome si l'Angleterre termine effectivement en tête de son groupe, mais voilà, un beau parcours pour eux, et forcément quand on considère cet élément, on est obligé de les mettre très très haut dans notre liste de favoris pour la compétition. Alors de là à dire qu'ils sont le favori absolu, non, je pense qu'on a pas mal d'équipes qui sont au moins 5 ou 6 qui sont très très proches les unes des autres, c'est ça qui rend cet Euro assez excitant aussi, mais voilà, évidemment ils font partie des prétendants, ce serait une belle histoire si Southgate trouve la formule. Bon, ça pourrait être aussi sur le terrain assez excitant. Donc voilà en gros pour cette Angleterre, voilà en gros pour cet épisode, le 16e de retour consacré à l'Angleterre. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, la meilleure manière de me soutenir, d'encourager la chaîne sur cette vidéo en tout cas, c'est de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voulez pas rater les prochaines et les prochains épisodes de retour qui arrivent vite, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est aussi une bonne manière de me soutenir. Et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo, ce sera lundi, avec mes pronos bien sûr et ma preview de cette semaine de Ligue des Champions qui s'annonce, qui va être extraordinaire. Voilà, beaucoup de contenu qui arrive sur la chaîne dans les prochains jours, on se retrouve pour tout ça. Alors d'ici là comme d'habitude, passez une excellente journée, une très bonne soirée et un super week-end. On se dit à bientôt, prenez soin de vous, bisous.